Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de Gizmo. Je suis en compagnie de William, avec qui je vais avoir le plaisir d'échanger pendant la prochaine heure. Avant ça, ça fait plusieurs épisodes que je vous le dis, mais le prochain apéro Gizmo, épisode 2, approche à grands pas. Ce sera le 7 décembre, un mardi encore. J'espère que Koh-Lanta sera enfin terminé pour qu'on puisse se retrouver sans compromis. Et ce sera encore sur Paris, dans le bar précédent qui s'appelait le bar Les Copains. Où, pour le coup, si vous avez envie de vous retrouver, boire une bière, discuter de 3D, mais pas que, ce sera l'occasion de se voir cette fois-ci en chair et en os. Donc notez bien cette date et on se retrouve pour l'occasion au bar Les Copains. Petite pub Gizmo faite. Salut William, bienvenue sur Gizmo. Salut Sandrine, merci. De rien, merci à toi. Malgré le petit décalage horaire et nos contraintes chacun de notre côté, on a un petit moment pour discuter et parler de toi et de Crow. Donc c'est bien, on va aller dans la continuité de l'épisode précédent qui avait été fait sur Golem. Donc c'est bien, ça va faire une suite, on va peut-être un petit peu en discuter. Mais avant tout ça, je veux bien que tu commences par te présenter, que tu nous dises qui tu es, William, et puis que tu nous dises aussi peut-être comment t'es arrivé à la 3D, comment tu t'y es intéressé, les tout débuts en fait. Ouais, alors moi je m'appelle William, je suis aujourd'hui lead crowd à Method Studio à Montréal. Ça fait depuis 2013 que je bosse dans de la crowd, dans le domaine de la crowd. J'ai commencé en 2012 dans une école de 3D qui s'appelle Isart Digital à Paris. Comme cette école, elle était en alternance, j'ai commencé à travailler dès ma première année dans un petit studio qui s'appelait Icus, qui était un studio de serious game, donc des jeux d'entreprise pour les adultes pour apprendre quelque chose en particulier. J'étais là-bas en tant que graphiste et pendant ma deuxième année, j'ai découvert Golem parce que Nicolas Chavroux et Michael Etienne, Michael était un crowd TD à Micros à l'époque, étaient venus nous faire une formation d'une journée ou deux pour nous apprendre leur logiciel qui venait de sortir ou presque à l'époque. Puis je me suis dit, ça a l'air super cool. Alors j'ai continué un petit peu, j'ai trouvé du travail juste après dans un studio qui s'appelle Studio Harry, qui était vraiment à côté de l'école, à la porte à côté, littéralement. Et puis depuis, j'ai plus lâché la carrière de crowd TD. J'ai changé de studio, je suis allé à Fortiche après, j'ai bossé sur quelques cinématiques et la série Arcane. J'ai bougé à Mathématiques ensuite pour travailler sur quelques pubs. J'ai fait du freelance à droite à gauche aussi pour des pubs, des petites séries. Et en 2018, je suis arrivé à Montréal pour bosser à Micros, à animation, en tant que lead et puis après crowd supervisor sur Bob l'éponge. Et Pas de patrouille, le film. Et jusqu'à l'année dernière où je suis maintenant à Method Studio, en tant que lead crowd aussi. C'est bien, tu nous as fait un petit éventail de tous les projets sur lesquels tu as pu bosser, tous les studios que tu as pu aussi traverser. Tu te souviens, je sais pas, l'impression que tu as eue la première fois quand ils t'ont fait cette démo et qu'ils sont arrivés à l'école, Nicolas et qui d'autre tu mentionnais? Michael Etienne. Et Michael et Etienne. Tu te disais, ça a l'air dingue leur logiciel, mais qu'est-ce qui t'avait frappé? Qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu t'es dit, waouh, je peux avoir ce logiciel-là dans les mains? Quel genre de scène t'avais peut-être envie de reproduire? Moi j'ai toujours aimé les grosses scènes avec plein de bonhommes dedans. C'est un peu normal, c'est mon métier aujourd'hui, heureusement, mais à l'époque, quand j'ai commencé mon école de 3D, il y a quelque chose qui m'avait un peu limité, c'était j'avais un petit PC portable, parce que l'école nous prêtait pas d'ordinateur, c'était nos ordinateurs personnels, et j'étais très vite limité quand je voulais faire une grosse scène. Et puis, quand on est étudiant, on a toujours les yeux plus gros que le ventre, on veut faire des trucs beaucoup trop intenses par rapport à ce qu'on sait vraiment faire. Et j'étais toujours un petit peu frustré de ça. Et quand Nicolas et Michael sont arrivés, ils nous ont présenté ce truc, on pouvait mettre 1000 bonhommes et puis ça se rendait instantanément. J'ai dit, oh, waouh, c'est génial, c'est trop cool, c'est exactement ce que j'avais en tête. Et l'école après avait ce format de des intervenants extérieurs. On apprenait une discipline en particulier et après on avait une espèce de TP à faire d'exercice sur ce truc-là. Et la première scène que j'ai faite, c'était évidemment en tant que fan de Star Wars, une scène sur Star Wars avec des clones qui marchent en rang, très militaire. L'exercice typique parfait quand tu fais de la foule, quoi. Je pense que je vais ouvrir un club de tous ceux qui sont passés dans Gizmo, qui sont fans de Star Wars. Très nombreux, je pense. C'est ça, vous allez être pas mal nombreux.
Euh, Est-ce que c'était pas à la fois, c'est très impressionnant ce genre de scène, comme tu dis, où il y a énormément de persos qui constituent une foule et qui d'un coup peuplent et donnent de la vie. Enfin, c'est pas juste un personnage principal qui est tout seul dans un désert. T'as vraiment de la vie qui est donnée et ton plan, tout d'un coup, il prend une autre dimension que juste un perso tout seul où t'as l'impression que oui, il est perdu en plein milieu de ce désert. Pour le coup, ces robots, ils avaient peut-être un peu tous la même animation. C'était des clones. Ils sont tous un peu bêtement dupliqués. Malgré peut-être le côté impressionnant de ce plan-là, il était peut-être assez facile maintenant. Tu te dis a posteriori, c'était Ah un ouais, bon ouais, exercice clairement, pour ouais. commencer. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu refais en 5 minutes, mais moi, je me souviens à l'époque, en une semaine, j'étais en train de me creuser la tête à dire ah, comment est-ce que je peux faire ça? Mais c'est super cool de voir que même si, comme tu dis, c'est des clones, tu peux arriver à détailler la chose suffisamment pour leur donner une petite identité propre à chacun, avec des textures différentes, avec des armes différentes. Et c'était ça aussi qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé quand ils ont fait cette démo, c'était que c'était pas juste de la duplication Mm-mm. où tout le monde est pareil, c'est que tu pouvais rajouter des petits trucs à droite à gauche toi-même pour avoir quelque chose de très très cool et unique. Et ouais, ça, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ouais, la spécificité, tu peux la mettre après un peu dans le détail, même si l'animation elle était quasiment générale et commune à tous les clones, tu allais twister et faire en sorte qu'ils étaient tous un tout petit peu différents à un détail près pour que visuellement ça fonctionne et que tu te dises pas attends il y a un truc chelou, vraiment ils sont 1000 mais 1000 identiques à la pièce quoi. C'est exactement ça, ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, tu sors de l'école, tu sais déjà que tu veux te spécialiser ou tu restes généraliste et tu as encore envie un petit peu de tout expérimenter avant de te spécialiser, avant de peut-être choisir et peut-être te spécialiser? Ben, à cette époque-là, j'étais pas encore sûr de savoir que je voulais me spécialiser là-dedans, parce que j'avais fait une formation VFX, donc effets spéciaux, où on voyait tous les domaines de ce métier-là. Puis tout m'intéressait un petit peu pareil, tu vois. J'aimais bien la modé, j'aimais bien l'animation, j'aimais bien la texture. Et même si la foule me plaisait vraiment à l'époque, c'était plus le fait que je voyais pas de métier en stage ou en alternance qui me faisait dire ah j'aimerais bien voir, mais si j'ai pas l'occasion, je sais pas comment je pourrais faire ça. Et puis bah en fait l'occasion s'est présentée à moi presque du jour au lendemain, comme une fleur posée sur mon clavier. Et c'était ce studio-là qui recrutait des gens spécialisés dans de la foule. C'était vraiment l'offre d'emploi parfaite pour moi qui était en plein questionnement à ce moment-là. Et je me suis dit, ben, allez, allons voir. Moi, ça me plaît. J'avais une petite bande démo minuscule avec un exercice, avec mes clone troopers de Star Wars. J'étais tout fier de moi. Et puis, ben, j'ai eu le, le, le job. Et puis, ben, après, ça m'a plu. Donc, j'y suis allé vraiment un petit peu, pas la fleur au fusil, quand même pas comme ça, mais en espérant pouvoir me dire bah tiens si ça me plaît j'aimerais bien continuer et puis bah au bout de 2 semaines je me suis dit ouais c'est ça que je veux faire, c'est vraiment trop cool quoi. Ouais, ça allait être un peu plus concret et ça allait au-delà de juste là un travail étudiant où bah, t'avais peut-être entreaperçu ce que ça pouvait être, mais pas tout le spectre de ce que ça englobait, de faire de la foule, ton job à temps plein. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, t'as découvert aussi, peut-être comme sous-spécialité dans la crowd, que t'avais pas du tout envisagé quand t'étais étudiant? Ou entreaperçu même, peut-être? Je pense que et c'est ça aussi qui m'a le plus plu, c'était le fait qu'on soit responsable en entier de la crowd, de presque de la modélisation jusqu'à son rendu final. Parce que dans le métier aujourd'hui, à moins d'être généraliste, on est assez compartimenté en uniquement modé, uniquement texture, ce genre de choses. Et c'est pour ça que je tendais vers un profil de généraliste, parce que j'aimais bien un peu tout faire, comme je te disais, et je voulais pas forcément me caser, me spécialiser dans un seul domaine. Et c'est ça qui m'a agréablement surpris avec la crowd, c'est que c'est une spécialité tellement de niche, qui a tellement de besoins et de prérequis particuliers, qu'au final, au quotidien, c'est un peu toi qui te charge dans l'entièreté de ton asset, donc de ton personnage, mais aussi de sa simulation, donc de ses comportements, de ses animations, de ce genre de choses. Et c'est ça qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu, parce que je me suis dit, c'est moi qui ai le contrôle
de ce que je produis, de complet, tu vois, ou presque, à part la modé de temps en temps, évidemment, des textures, mais j'adore encore aujourd'hui avoir ce contrôle complet du début de la chaîne de fabrication jusqu'à la fin, pour dire, ok, bah là, les foules, elles bougent comme ça parce que je sais pourquoi elles bougent, c'est moi qui les ai fait comme ça, dans cette optique-là, cette idée, cette réflexion. Et ça fonctionne quasiment partout dans tous les studios ou en fonction des pipelines, il y a certaines spécialités comme la modé qui sont enlevées aux crowd artists ou dans 90% des cas, animation, modé, peut-être développement si jamais il y a des tools à faire, c'est vraiment dédié aux crowd qui se veulent assez généralistes dans tout ce qui est attaché à la foule. Effectivement, ça dépend quand même pas mal des studios et de leur pipeline. De manière générale, on va plutôt se concentrer à partir de l'étape du rig, puisque nos bonhommes à nous requièrent des manières de faire en termes de rig assez différentes et particulières. Donc c'est plus facile que ce soit nous qui travaillons là-dedans, qui sachons quoi faire, de le faire. C'est le cas dans pas mal de studios d'animation notamment. C'est plus le crowd artist qui s'occupe de ça. Alors que la modé et la texture sont plus faits en amont par d'autres studios, d'autres départements, pardon. Alors que par exemple dans le VFX, c'est plus uniquement la simulation, tu vois. Genre tout ce qui est préparation de l'asset, du rig, de ce genre de choses est fait en amont. Donc ça dépend aussi, tu vois, du type de production et du pipeline, ouais, clairement. Mais on a toujours ce côté quand même un petit peu vérification de l'asset et puis préparation, peaufinage ouais, de nos personnages avant de commencer la simulation. Donc, est-ce que tu peux peut-être un tout petit peu résumer ce que ça englobe? Tu as parlé là de modélisation, d'asset cleaning, de rig, d'animation. Est-ce qu'on a oublié un peu d'autres sous-spécialités que tu englobes dans le cloud? Ouais, on peut aussi faire un petit peu d'animation, éventuellement, même si, en fonction des studios aussi, des productions, on va recevoir de l'aide de l'animation ou via de la mocap, via de l'animation keyframe, donc faite à la main. Mais assez souvent, quand on est un peu dans le rush, c'est à nous aussi de faire ça nous-mêmes, de se dire bon bah tiens, attends là, notre personnage, il faut absolument qu'il fasse ça pour que la scène elle fonctionne. Bon bah je vais le faire. Donc ça c'est assez cool aussi. On a du rig, de l'animation, de temps en temps de la modé, de la texture. On a du rendu aussi pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que des fois c'est des scènes qui ont des dizaines de milliers de personnages. Donc si on donne ça à un lighter sans avoir vérifié que tout bug, bon, il va pas être très content en face. Donc c'est pas mal aussi de regarder, d'être bien sûr de ce qu'on fait avant d'envoyer ça. Et puis on peut même aussi aller un peu plus loin et faire du script, un petit peu de code pour s'aider, parce que c'est beaucoup d'étapes qui sont automatisables aussi. C'est ça qui fait la force de ce métier, c'est que on fait de la foule, donc on a tendance à avoir beaucoup de choses et beaucoup d'étapes, et on peut arriver à faire des petits tools assez récurrents pour s'aider. Ouais. Et que, comme tu dis, des étapes qui sont très vite récurrentes, multipliées par le nombre de personnages et les foules que tu as à traiter, tu peux avoir peut-être des situations qui sont assez identiques où t'avancer rien qu'à 30%, ça te fait 30% de gagné et ça se compte en heures, donc c'est toujours ça de prix. C'est exactement ça. On va revenir sur peut-être ta première expérience où vraiment tu te confrontes à une production, à ce métier que tu commences un peu à appréhender en ayant un peu saisi cette opportunité en te disant ça peut me plaire. Tu disais que le soft aussi, Golem, était sorti il y a pas très longtemps, ça restait un métier assez jeune. Tu cherchais aussi un peu des références autour de toi. Comment, à ce moment-là, tu te formes et t'essayes aussi de trouver peut-être des repères pour te dire ça, c'est à moi de le faire. T'as peut-être aussi énormément de questionnements parce que juste tu l'as jamais fait. Comment aussi tu y réponds et tu navigues un peu à vue ou au contraire, t'as peut-être un phare qui t'éclaire au loin. Comment tu t'en sors à ce moment-là? C'était pas facile, hein, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu, difficile, mais effectivement, tu l'as très bien dit, j'avais un phare, qui était, le support de Golem, Nicolas, et puis, tous les autres de Golem qui m'ont beaucoup aidé à ce moment-là parce que, il y avait pas de Golem non plus à l'époque, dans le studio en question. C'était vraiment, un peu moi et puis quelques joueurs du pipeline et mon superviseur qui étions, chargés de mettre tout ça en place.
Et puis il y avait beaucoup d'inconnus, mais je savais que je pouvais compter sur le soutien de Nicolas et puis Alexandre Pillon et de tout plein d'autres gens à Golem pour m'aider. On a écrit énormément de mails d'aller-retour, mais on s'en est sorti avec le temps, et puis on a réussi à monter des choses comme ça graduellement, toujours aller de plus en plus loin. Et, euh, au bout d'un an, on avait déjà un truc bien béton, bien sympa. Ouais. Ça veut dire que quand tu avais un problème en production, tu savais pas forcément comment le résoudre, tu leur passais un mail en leur disant les gars, je pensais le faire comme ça, mais je suis bloqué à telle étape. Est-ce que vous y avez pensé, ou est-ce que je m'y suis mal pris, ou est-ce que vous pouvez développer une fonctionnalité pour pousser un petit peu plus loin et me permettre de faire telle ou telle chose, et tu commençais à détailler pour leur donner des exemples un peu concrets et les aider, enfin, et que eux derrière aussi t'aident dans la mise en place d'une foule et un exemple très précis. Ouais, c'est exactement ça. Et ce qui était cool, c'était que j'avais beau être étudiant encore à l'époque, parce que c'était en alternance, hein, j'avais beau être étudiant et vraiment presque ma première expérience de travail, j'avais en face cette écoute qui était très professionnelle, avec des réponses, des questionnements qui étaient vraiment poussés. Et ça m'a beaucoup aidé à apprendre, à avancer aussi sur le tas, mais à monter quelque chose de solide dans le studio. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, 10 ans presque plus tard, où on a toujours cette même écoute et ce même professionnalisme de leur part. C'est très très chouette, quoi. Ouais, puis c'est aussi rassurant de te dire que si t'es bloqué, t'as ce support qui est réactif et qui va tout faire pour aider et trouver des solutions concrètes, parce que s'il y a quand même des applications et c'est pas juste un outil qui doit marcher à 80%, si vous faites confiance à Golem, il faut que ça marche tout le temps et que il soit tout terrain, qu'importe les productions, et il y a toujours un peu des nouveautés, ou en tout cas des cas particuliers où il va falloir avoir une foule qui tient la route en fait. Exactement, ouais. Et comme tu l'as dit aussi un petit peu plus tôt, c'est qu'à l'époque, Golem était encore assez jeune, donc ils étaient aussi ils avaient très envie d'avoir des idées pour mettre en place leur truc. Et moi qui venais de l'école, qui avait un petit peu une naïveté étudiante en mode ah, j'aimerais bien voir ça, ça, je pense qu'on s'est aussi un petit peu entraidés l'un l'autre, les uns les autres, en moi leur donnant mes idées fantaisistes, et puis eux en essayant de se creuser la tête et dire ah, comment est-ce qu'on peut y arriver. Mais c'était cool. T'as un exemple d'un truc qui était super chiant il y a 10 ans à faire dans Golem, et aujourd'hui tu le fais limite en 3-4 clics. Certes, tu connais vachement mieux le soft, mais parce que c'est limite aujourd'hui présenté sur un plateau d'argent, et c'est vachement plus intégré, alors qu'avant c'était très archaïque, voire impossible à faire. Ouais, il y a quand même tout ce qui est conversion de personnages un petit peu cartoon. Tu sais, où ils doivent se déformer, il y a du stretch, il y a du squash. Tout ça, c'était un des grands sujets que j'avais de discussion avec eux à l'époque dans ce studio, c'est comment est-ce qu'on fait? Parce que c'était pas prévu du tout pour ça, et c'était creuser la tête, eux et moi, pour trouver une solution. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux encadré et beaucoup plus clé en main qu'il y a 6 ans maintenant, 6-7 ans. On a aussi tout le côté retouche de simulation une fois que c'est backé, que c'est caché, parce que c'est une simulation, donc tu fais ta simulation de la frame temps à temps. Avant, tu pouvais pas revenir en arrière, c'était comme ça, c'était fini. Et puis si t'avais un bonhomme à retoucher tout là-bas au loin parce qu'il regarde pas au bon endroit, t'étais obligé de tout recommencer. Alors qu'aujourd'hui, ils ont créé un truc qui permet de plus recommencer tout à zéro, de juste retoucher les choses à la volée, et tu gagnes tellement de temps. J'imagine, ouais. C'était bien long. Ouais. Est-ce que tu as d'autres est-ce que tu as des productions comme est-ce que non, je vais la reformuler et ce sera plus clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler d'une prod où tu nous expliques un peu les différentes étapes de production avec un besoin d'une foule, comment tu l'appréhendes et qu'ensuite comment tu le mets en place? Est-ce que tu as un exemple comme ça qui te vient en tête, soit de la pub, soit tu disais tu as fait aussi du long métrage? Prends l'exemple peut-être qui est le plus parlant à expliquer, et comme ça tu vas peut-être aussi nous expliquer toi ce qui t'éclate, ou les enjeux dans les différentes étapes, et comment tu peux t'en sortir, ou les problèmes des fois que tu rencontres. Mmh. Bah, déjà avant tout, il y a le brief. Ouais. Le brief du client, le brief de la production qui nous dit: «Bon, alors, voilà, on a 200 shots et puis il faut que dedans il y ait, des milliers de personnes qui soient par exemple dans un stade». Prenons l'exemple d'un stade. On a des milliers de personnes qui sont dans un stade et il faut qu'elles regardent un match de foot.
Exemple comme ça, tout à fait classique d'un crowd artiste. La première étape après ça, c'est déjà de construire les assets, savoir à quoi vont ressembler les personnages. Parce que assez souvent, la foule, c'est quelque chose qui arrive un peu à la fin d'un pipeline, et c'est quelque chose que les prods, plus avant que maintenant, mais avant c'était un peu, bon, on verra ça plus tard, quand on y sera. Mais quand on y est, c'est un peu trop tard déjà, parce qu'il y a tous les assets à préparer. Donc quand on sait le brief, le plus tôt on le sait, le mieux c'est de réfléchir à les personnages en tant que tels, ceux qui vont constituer la foule, qui font la foule, et s'avancer dès qu'on peut pour créer le squelette, créer toutes les diversités de vêtements, parce que ça c'est très important, c'est quelque chose que on voit pas forcément, mais un bonhomme qui a 10 fois le même t-shirt côte à côte, c'est tout de suite visible. Donc ça va être aussi ce réflexe-là à trouver, de savoir combien d'itérations de vêtements uniques on veut, combien de coupes de cheveux, évidemment dans ce qu'on peut s'offrir dans le budget, parce que c'est toujours Est-ce qu'au moment du brief, tu as quand même une idée assez précise d'à quelle distance va être vue la foule, ou tu es un peu obligé d'envisager le pire, c'est-à-dire des plans où ils pourront peut-être être vus au premier, voire au deuxième plan, ou si ça arrive très tard dans la production, tu pars du principe qu'en fait, ce sera vraiment au troisième, voire quatrième plan, et tu, du coup, considères et orientes toutes ces variations par rapport à une foule qui sera vue de manière très lointaine. Est-ce que ce genre d'infos, tu l'as assez tôt et donc ça conditionne le soin que tu pourras mettre à ces différents détails, ou en réalité tu prévois un petit peu en amont et progressivement les plans se précisent? C'est plus ça, ouais. C'est au début t'as le brief un petit peu flou de la vision du réalisateur qui, oui, bon, ça j'aimerais bien comme ça. Puis en fait, en réalité, c'est beaucoup de petits shots qui s'ajoutent au fur et à mesure de l'édit. Et très souvent, on se retrouve à faire de la foule en très 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 gros plan. Et ouais, c'est vrai, c'est là où il faut prévoir quand même un petit peu le coup en amont, parce que sinon on se retrouve avec des bonhommes qui sont tout moches et puis qui ont pas d'expression faciale, les yeux grands ouverts. Ah ouais, ça marche pas trop. Ouais. C'était pas un film d'horreur qu'on avait prévu. C'est ça, ouais. Donc, Donc t'es à ça y est, t'as eu ton brief, tu prépares un petit peu tous tes différents assets. c'est La ça, suite. tu gardes ça en tête, le côté, bon, est-ce qu'on va aller voir de près ou de loin, on sait pas, mais on va dire qu'on va aller voir de près. Et après, on va se tourner un petit peu vers les animations. Savoir, bon, on sait qu'ils vont faire ça à peu près, on n'est pas encore très sûr, mais voilà, on va faire des trucs un peu basiques, qui vont marcher dans tous les coups, dans tous les cas. Et ça, soit on va demander à de l'animation de nous les faire pour nous et on va les récupérer, les injecter plus tard, soit on les chope en mocap, motion capture, ou voilà, en fonction du style ou quoi, ça peut vraiment changer la donne. Et une fois qu'on a tout ça, on peut vraiment commencer à créer la simulation. Donc c'est vraiment les assets qui sont prioritaires en termes de fabrication, parce que si on les a pas, on peut pas faire de full derrière. Et en général, à ce moment-là, la production avance et on a une vision un peu plus précise de ce que la foule est censée faire. Donc, soit on réadapte nos animations ou nos personnages, soit on peut commencer directement à préparer les scènes et présenter des premiers jets aux clients. Et dans ces cas-là, on va déjà avoir les bonnes caméras, parce que c'est très 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 important, et le décor. Et puis, on va placer des gens. Donc, on va y aller par paquet de 100, par paquet de 1000. Et puis, on va placer juste une petite animation un peu vite fait pour juste corriger la densité, tu vois, juste pour savoir avoir le feeling de est-ce qu'il y a suffisamment de monde, est-ce que ce monde qui est là, si c'est des supporters, est-ce qu'il y a suffisamment de supporters de l'équipe A, de l'équipe B, ce genre de choses. Et c'est les premières étapes de validation. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est je valide d'abord le nombre de gens, et ensuite, je viens peaufiner de plus en plus, de plus en plus, pour rajouter des petits... au début, c'est rajouter un peu plus d'expression, un peu plus de comportements un peu variés. Puis après, quand ça passe, on va encore raffiner et puis dire, tiens, là, ça serait bien de faire des petites scénettes. Puis genre, celui qu'on voit un peu de près, plutôt que d'applaudir tout droit comme un piqué, il va se regarder, il va se tourner à côté pour parler avec son copain, puis s'il y en a un qui marche à côté de lui, qui renverse sa bière, il va réagir à ce qui se passe. Enfin, plein de petites scénettes comme ça pour qu'au final, itération après itération, itération, avoir une foule qui soit vraiment unique, où quand tu fais attention à t'arrêter image par image, à regarder chaque petit bonhomme, que
tout cas, c'est le truc souhaité, que chaque bonhomme ait une vraie histoire et une vraie unicité qui peut être un peu difficile à avoir quand t'as 10 000 personnes, mais bon. Et là, tu fonctionnes vraiment, comme tu dis, un peu en calque et en strat. Et à chaque strat, tu complexifies et tu rajoutes de la subtilité. Mais avant, c'est un peu cet entonnoir. Tu valides le nombre de personnes, tu valides la densité, tu valides les animations un peu basiques. Et progressivement, tu rajoutes des cerises sur le gâteau pour aller jusqu'à pouvoir faire pause. Et tu cherches où est Charlie et tu t'éclates à regarder et à te dire « Ah, mais c'est mort de rire ce qui se passe au fond à gauche. Le mec qui attend aux toilettes, il en peut plus. » Enfin, plein de petites scènes que tu te seras éclaté à faire. Tu parlais aussi tout à l'heure de développement qui peut être un peu nécessaire sur des tools. Dans ce genre de stade, quel plugin, quel script, quel développement tu pourrais faire qui pourrait peut-être te faciliter la vie ou faciliter la vie de tes équipes sur la mise en place de cette foule dans un stade? Ce serait principalement pour tout ce qui est import de l'asset dans la scène. Parce que tu vas avoir peut-être 2 gabarits de personnes, un homme, une femme. Puis après, tu vas peut-être te dire « Ah, mais j'aimerais bien avoir des gens qui sont un peu plus mastoc, un petit peu plus fins, un petit peu plus gros. » Donc tout ça, ça va être des personnages encore à part. Et ces personnages à part, il va falloir eux aussi les créer, les importer, leur mettre des animations, leur mettre des petites scénettes. Et c'est tous ces personnages-là, et ces imports, et ces créations de comportements, qui à la longue, quand on a 2, ça va. Quand on a 25, ça commence à être un petit peu plus long à faire. Et c'est là où l'automatisation prend tout son sens, parce que toutes ces étapes que tu peux facilement automatiser, c'est fini avec 2 lignes de code, quoi. Et puis surtout, là tu l'expliquais très bien, tu as différentes... je sais pas, entre les animations, les différents détails que tu vas leur donner parce que c'est des objets qui tiennent et compagnie, t'as déjà tes banques et un peu ton pipe qui est prévu pour un nouvel import. Si t'as 20 nouveaux imports, t'as envie de leur faire suivre le tuyau le plus rapidement possible et pas toi te recoltiner tout ça à la main. C'est ça. Est-ce que tu as des réflexions de réalisateurs à nous partager ou quand tu leur as fait soumettre pour validation des foules à différentes étapes, tu t'es rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément alignés ou en tout cas ils n'avaient pas cette vision-là de la foule et quelque part ces étapes de validation t'ont servi à toi pour derrière changer ton fusil d'épaule et à l'inverse eux peut-être comprendre aussi votre métier, c'est-à-dire que dès le premier jet il n'y a pas la foule finale mais c'est des ajustements et une discussion de 2 équipes et d'individus en fait entre eux. Ouais, tout à fait, ouais, ça arrive même assez souvent parce que dans la tête de beaucoup, c'est oui, bon, on va ajouter 50 personnes et puis ça fera beaucoup. Puis en fait, sur une scène assez énorme, 50, c'est rien du tout. Donc, quand tu essaies de respecter le brief d'un client qui est assez pointilleux, tu prends retake sur retake parce que c'est assez difficile de quantifier vraiment une foule en tant que telle. Et là où il y a beaucoup de retours, c'est que nous, on a tendance, avec le temps, à rajouter 10 fois plus que ce que le client nous demande pour arriver à cette vision-là. Et souvent, c'est oui, mais attends, mais là, ça marche pas, on a qu'à rajouter un petit cycle et puis ça ira. Non, parce qu'on parle d'une foule de 500 personnes, donc si tu rajoutes juste un cycle, on va toujours avoir ce côté dupliqué. Et c'est toute cette dimension de préparation et de quantification qui permet qui est pas souvent là entre le client et puis le crowd artiste. Et c'est ouais la partie où on va dire on se fight un peu plus dans les 2 parties, mais bon après une petite itération en leur montrant vraiment ce qu'on a en tête, là ils comprennent qu'effectivement ouais 50 personnes c'était peut-être pas assez, alors que 5000 ouais ça a tout de suite un petit peu plus de gueule quoi. Ou les 50 c'est seulement la première ligne mais ils se rendent pas compte que derrière il va en falloir énormément pour que ils aient vraiment l'impression de densité. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire la différence, toi, dans la mise en place de foule entre des productions de pubs, de longs métrages et peut-être de séries, si tu en as fait? Je crois que tu as fait de la série. J'ai fait de la série, ouais, tout à fait. Mais en termes de création de foule, il n'y a pas tant de différence. Ok. C'est plus en fonction de ce qu'on peut se permettre en termes de budget. Qu'est-ce qui coûte cher alors à faire en full et que tu peux pas forcément te permettre?
C'est surtout tous les petits détails que tu peux rajouter. Tu sais, dans une simulation, comme je te disais tout à l'heure, un mec qui renverse sa bière et puis il fait un cirque autour de lui parce qu'il pousse les gens. Ça, c'est quelque chose. En pub, on peut pas trop se permettre parce que la pub c'est assez rapide et puis avec des budgets un peu plus serrés. Alors que tout de suite, dans une série d'animation, par exemple, on est un peu plus libre parce que il y a plus de moyens, plus de personnages aussi, plus de petites animations que tu peux demander. Donc c'est plus en termes de ce qu'on peut se permettre vraiment, plus que ce qui change techniquement, parce que après le process reste exactement le même. C'est préparation de l'asset, préparation des animations, préparation de la simulation, et puis on vient peaufiner, peaufiner, peaufiner jusqu'à avoir un résultat plutôt cool. Et peut-être que sur la série, et c'est là où tu vas m'arrêter, avec la série et le long métrage comparé à la pub, toutes les animations ou les assets que tu vas faire, tu pourras peut-être les réutiliser sur d'autres plans et d'autres shots. Et c'est là où ça commence à être vachement plus intéressant de rentrer dans le détail. Ces détails-là, tu les fais peut-être pas juste pour un shot de manière isolée, mais à 80% ils seront réutilisés, pas forcément assemblés dans tous ensemble, mais ça va constituer un peu ta banque qui te donnera cette diversité, cette variété que tu vas ensuite distiller sur les différents shots et les différentes simulations données. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. C'est que quand tu es sur un film ou sur une série, tu sais que tu vas avoir souvent les mêmes choses qui vont arriver. Donc tu peux te permettre de passer un peu plus de temps à faire des scènes qui sont plutôt jolies et fun et dynamiques, plutôt qu'une pub où c'est bon, ok, on a 10 shots et puis il faut les faire pendant 2 semaines. Fais un truc et puis ça va bien aller. Ce serait quoi le pire brief qu'on a pu te donner ou limite t'as pris peur en te disant soit c'est trop court et j'y arriverai jamais, soit waouh, ce genre de foule, ça a l'air quand même assez compliqué sur le papier. Je sais pas encore comment je vais le faire et résoudre et le produire, mais c'est parti et on va trouver la solution en le faisant. Est-ce que t'as une idée comme ça de... Ouais, j'ai un bon souvenir d'une prod à Fortiche où c'est pour une cinématique, une espèce de clip de musique slash cinématique où on avait un problème, c'était qu'à un moment il y a des personnages qui se battent dans un champ de blé. Et le champ de blé, il y a du vent dans tous les sens, les bonhommes ils se battent, il y a des effets de magie, ça explose, machin, c'est le truc incroyable quoi. Et à ce moment-là, personne ne savait comment faire ça. Est-ce qu'on faisait ça en FX 3D? Est-ce qu'on faisait ça à la main? Est-ce que un cauchemar? Et moi je me suis dit, et pourquoi on le ferait pas en golem? Pourquoi on le ferait pas en crowd? Tu parles de quoi? Des effets de magie? Non. Des champs de blé, du champ de blé au complet, de chaque épi de blé. Et je me suis dit, mais attends, mais si on peut... Alors j'ai réfléchi, mais techniquement on peut le faire en crowd. Et j'ai vendu mon brief comme ça au client, enfin au patron, et ils m'ont dit, bah vas-y, essaie voir. Et je me suis retrouvé un petit peu quand même pas très malin sur le moment, parce que je me suis dit, ouais c'est bon, c'est passé, ah maintenant faut le faire. Ah bon bah ok, alors c'est parti. Et puis pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai fait du blé. J'ai fait des champs de blé. J'ai fait du blé qui bouge avec du vent. J'ai fait du blé qui réagit avec des bonhommes qui marchent. Et, et puis, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. J'ai fait un super grand champ de blé avec 100 000 bouts de blé uniques, gérés en tant que crowd, au final. Et ça marche vachement bien, je trouve. Mais comment tu le déconstruis ça? Parce que, enfin, quelque part, Golem, il était pas câblé pour faire des champs de blé, il est câblé pour faire des persos. Comment tu mets le égal en face de perso et brin de blé? Comment tu mets le égal sur des simulations, sur des animations où normalement Golem, c'est des personnages qui bougent? Comment tu as pu les faire réagir peut-être à des personnages qui passaient aussi à travers ce champ? Golem, il gère pas le vent, c'est pas de la simulation. Comment tu les faisais aussi réagir avec ce vent? Est-ce que tu peux un petit peu détailler comment toi, dans ta tête, t'as appréhendé le problème et tu t'es dit, ok, c'est pas des persos, mais c'est tout comme, et il y a plein de similitudes. Ouais, tu l'as très bien dit, c'est comme des persos, donc j'ai traité ça comme un personnage unique. Donc j'ai modélisé un blé, vraiment une tige avec un petit bout de blé, et puis j'ai mis des os dedans. Puis j'ai demandé à avoir une anime de blé qui fait comme ça. Et quand j'avais mon blé qui était fonctionnel, je me suis dit, allez, je vais en mettre 10, je vais en mettre 100, je vais en mettre 10 000, je vais faire un gros patch.
Ok, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il y a après à faire? Ah bah il y a faire du vent. Donc bah là, ce que je me suis dit, c'est comment est-ce que le vent ça fonctionne. Alors j'ai regardé plein de vidéos, je me suis intéressé un petit peu au vent. Bah en fait j'ai juste poussé des cubes sur mes blés, puis je trouvais que ça réagissait plutôt pas mal. Puis je me suis dit bon bah le vent ça marche bien. Attends, des cubes, pour simuler le vent, tu mettais des volumes et le blé réagissait au passage de ces cubes et donc se courbait et ça donnait visuellement l'impression de vent qui balayait le champ, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. C'est essayer de s'approcher au plus possible de la réalité. Où le vent c'est une masse comme ça, un peu solide qui va souffler, déformer le machin. Et c'est la même, comment je pourrais dire, j'ai fait la même approche qu'une approche réelle, enfin réaliste plutôt, en disant bon bah pour pousser, faire cette impression de pousser, bah autant le faire vraiment sur mes blés de crowd, mes personnages de blé quoi. Et puis bah ça a bien marché aussi. Donc bah à la fin, je me suis retrouvé avec des bonhommes en cylindre qui représentaient, enfin des cylindres qui représentaient des bonhommes que j'ai fait courir dans tous les sens. Puis j'ai fait des cubes partout qui roulaient sur mon blé. Ma scène elle ressemblait à rien, mais à la fin une fois que c'était rendu, bah c'était plutôt cool quoi. Et de base, Golem te permettait de créer comme ça une interaction entre différents solides extérieurs et donc à ce moment-là, tu avais une animation 2 ou une animation 3 qui en découlait. Ouais. J'essaie de comprendre comment ces solides extérieurs, c'est-à-dire soit ces cubes qui passaient au-dessus de ton champ et qui allaient créer le vent, ou tes cylindres qui étaient au cœur du champ et qui, eux, allaient peut-être écraser en fait les épis en marchant dessus. Tu pouvais dire si ces cylindres qui arrivent sur le côté, alors l'épi va se courber, et à l'inversement, si c'est cube qui arrive sur le dessus, il se courbe mais juste légèrement pour que ça fasse le vent. Ouais, c'est qu'il y a toute une gestion de la physique dans Golem qui a été inclue depuis, je crois que presque les tout débuts. Et c'est cool parce que tu sais, c'est toutes les vidéos un peu fun que tu vois quand t'as beaucoup de foule, des gens qui courent dans un mur, puis qui se le prennent et qui tombent, et puis ça fait un amassement, un amas de bonhommes qui bougent comme des poissons qui sortent de l'eau. Et, euh, et bah grâce à cette physique, j'ai pu rendre mes tiges de blé comme ces poissons là qui bougent dans tous les sens. Et dès qu'elles se reçoivent ce cube physique, ce cylindre qui a une vraie place physique dans le monde, et ben elles réagissaient et puis elles se courbaient en fonction de tous ces éléments physiques dans la scène. Est-ce que, comme une foule et l'exemple que tu nous donnais sur le stade, là tu crées d'autres petites scénettes parce que les blés ils allaient pas se parler entre eux. Est-ce que tu as identifié peut-être, je sais pas, des particularités, des singularités où tous les épis étaient peut-être un tout petit peu différents comment tu l'as géré et introduit peut-être ce détail supplémentaire et cette couche que tu nous racontais tout à l'heure pour le stade? Bah c'était plus en fonction de comment le blé était posé de manière initiale, tu sais, genre le blé il est jamais vraiment parfaitement posé côte à côte, jamais la même taille, c'est un peu le chaos les champs de blé, surtout ce genre de champ un peu particulier, c'est du blé japonais, j'ai plus le nom, je suis désolé, mais c'est une espèce de pinceau si tu veux, et c'est un peu le chaos quand tu vois ça dans la vraie vie. Et bah moi je me suis dit bah allez, autant faire pareil. Donc j'ai pris des tiges, je les ai rallongées, j'en ai fait des plus petites, j'en ai fait des qui étaient complètement courbées dès le début, puis en se courbant, elles poussaient d'autres tiges à leur tour, et plein de petites déformations comme ça à la génération de ce champ qui ont fait que ça donnait des petites poches de détails sans qu'elles fassent en sorte qu'elles se parlent ou qu'elles renversent leur bière, mais l'idée était là en tout cas. Ouais. Pour que tu aies un peu de variété et que quand le vent passe, il y ait un peu cette vibration et que tu pas l'impression qu'il y ait toute une ligne, mais vraiment rectiligne, comme si tu l'avais tracé à la règle de brins qui se plient, mais qui est une toute petite variété qui rend la chose beaucoup plus réaliste et crédible pour que l'œil ne bloque pas et que ce soit juste normal et qu'on y croit, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Mais c'est un bon exemple, je trouve, d'une manière détournée d'utiliser Golem où à la base, bah, on n'y pense pas, mais pour le coup, tu vois, la production, était très contente que tu trouves cette solution et que ça se passe bien, mais il fallait encore y penser et se dire, attends, je vais le détourner et aller un peu plus loin, et en l'occurrence, vas-y, viens, un champ de blé. Non, c'est pareil. C'est pareil qu'une foule.
C'est ça, c'est clair. C'était un sacré challenge, mais j'en suis très fier aujourd'hui d'avoir réussi à faire du blé. T'as Dit comme d'autres ça. exemples, peut-être comme ça, où tu as utilisé de manière détournée le logiciel, même si c'est peut-être un peu moins flagrant, mais sur des fonctionnalités où bah, tu les as peut-être utilisées à contre-courant ou en disant attends, ok, ça c'est l'utilisation basique, mais si je suis un peu plus créatif et que je vais faire connecter les points, je peux peut-être aller un peu plus loin ou l'utiliser sur un autre usage. Ouais, je pense que bah, c'était d'ailleurs dans mon tout premier exemple, mon tout premier projet que j'ai fait en full, le truc de Star Wars là, les clones qui marchent dans la parade. J'avais décidé de faire toute une ville derrière parce que, bah, encore une fois, les limitations de mon petit PC portable me permettaient pas de faire ça moi-même. Et bah, j'ai fait toute une ville derrière en Golem avec des centaines de milliers de bâtiments. Et puis je me suis dit, bah, tiens, je vais rajouter des voitures volantes aussi pendant qu'on y est. Et pareil, 10 000 voitures volantes derrière qui volaient dans tous les sens. Et c'est quelque chose que, ben, ouais, hein, quand tu fais de la foule, enfin, quand tu parles de logiciel de foule, tu t'attends pas forcément à voir des bâtiments, quoi. Ou du play, ou comme tu dis juste avant. Et mais c'était cool. Après, je crois que j'ai fait aussi. Bon, oui, bah après, voilà, c'est plus du scatter, donc tu sais, des cailloux, des fougères, des nuages aussi. J'avais fait ça en petit test pour un projet perso. Mais ouais, il y a moyen quand même de bien se détourner de la foule à partir du moment où tu te dis que c'est pas que pour des humains bipèdes qui marchent. C'est que dès que c'est quelque chose que tu veux dupliquer, techniquement, tu peux t'en sortir avec de la foule. Mm, mm. Et pourquoi c'était plus supporté par ton ordi de le faire passer par Golem et de créer cette ville que peut-être de manière plus traditionnelle en modélisant et que ce soit du 100% poli euh, pourquoi il allait mieux le gérer? Sur quoi ça se base Golem pour que même un ordi peu puissant arrive à le supporter et à le rendre? Ça se base sur des instances. Donc c'est que on va générer un système de particules et sur chacune de ces particules, on va dupliquer un objet qu'on va mettre dans la mémoire de la carte graphique et on va le coller sur chacune de ces particules. Donc on n'a pas, quand on a peut-être 1000 bonhommes dans la scène, on n'a pas vraiment 1000 bonhommes physiquement présents. Ça n'a pas de poids dans cette scène-là, c'est juste une espèce d'hologramme qui a été reconstitué par la carte graphique. Donc quand on a un petit PC comme moi qui supportait mal quand il y avait 1000 polygones dans la scène, et ben le fait de pas avoir ces polygones-là à gérer, créer et puis euh, faire des trucs avec, au moins on bypass tout ça, on skip toutes ces étapes-là et on dit uniquement d'afficher ça au rendu. Ok. Et ce qui permettait toi de clairement détourner ta Clairement. limitation. Assez malin. Qu'est-ce qui pour toi reste le plus dur à appréhender encore aujourd'hui quand tu dois faire de la foule? Est-ce qu'il y a un truc où ça reste quand même un point d'attention? Parce que si c'est mal fait ou si tu passes à côté, c'est un peu le jour et la nuit sur la simulation et sur le rendu de la foule. Ouais, c'est principalement sur la répétition. Faire attention à qu'il n'y ait pas deux personnages identiques côte à côte ou deux personnages pas très loin mais qui ont exactement la même animation de manière synchronisée. Parce qu'on a enfin on a des scènes où il y a tellement de monde. Genre là, aujourd'hui j'ai ouvert une scène où il y a 5000 personnes dedans. C'est pas facile de quand même faire attention à chacune de ces 5000 personnes et de regarder si bah, la personne A elle est en même temps que la personne qui est tout au fond là-bas à droite. Donc c'est quelque chose que moi je fais attention à garder comme œil, cet œil très critique et très attentif à la répétition et être sûr d'avoir le plus de diversité possible. Parce que c'est quelque chose qui se voit pas quand ça marche bien, c'est un travail un peu invisible, mais dès qu'il y a une foule où on a de la répétition, on a de la synchronisation, ah, là ça saute à l'œil. Enfin, pour moi en tout cas, ça, c'est quelque chose que ouais, je fais très attention à ça en tout cas. Mais tu vois, sur Bob l'éponge, ou pour le coup, quand t'as des foules et je sais pas, c'est quoi leur créature, je sais plus à quoi ils ressemblent les persos. Si je vois à quoi ils ressemblent, mais je sais pas si ça se rapproche d'un animal ou non. Tu parlais tout à l'heure des foules dans le stade, des hommes, des femmes, où t'allais pouvoir jouer sur les cheveux et compagnie. Là, ils se ressemblent tous, à part, tu vois, sur le t-shirt, sur le short. Tu peux jouer sur beaucoup moins de choses, et pour autant, ils étaient très nombreux. Sur quoi d'autre t'arrives à jouer pour que, quand je m'y suis amusée, hein, quand je fais pause,
j'en trouve aucun qui se ressemble et qui a la même expression, qui, comme tu le dis, est un clone à l'instant T. Là, tu as quand même beaucoup moins de cordes sur lesquelles jouer et pour créer cette variété, comment tu t'y prends et peut-être comment tu joues sur ça alors? Eh ben, on fait avec ce qu'on a. En d'autres termes, c'est que on va demander à avoir de la diversité en termes de texture, parce que les formes ne doivent pas bouger, comme tu l'as dit, c'est des formes, surtout sur Bob l'éponge, où au contraire d'autres productions, on a un gabarit de foule, un homme, une femme, et puis dedans on a 50 t-shirts différents, puis ça passe très bien. Ici, le challenge, c'était que on avait 40 personnages qui étaient uniques. Avec peut-être ils avaient un pantalon différent, mais ils pouvaient pas changer de forme, ils pouvaient pas avoir plus de vêtements que ce qui était donné. Donc, on a réussi à négocier d'avoir des couleurs de peau différentes. Et en mélangeant les couleurs de peau et en faisant le plus de diversité possible avec les personnages, voilà, après c'était à l'œil à dire alors lui là, ah non il ressemble trop à celui qui est juste derrière, donc on va le remplacer par un autre poisson qu'on voit dans le rang tout au fond à droite. Et c'était beaucoup plus minutieux que d'autres productions pour le coup, parce qu'il fallait vraiment avoir cet œil-là de bien attention. C'était très long, mais on y arrivait. Mais c'est là où je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. T'es content de pouvoir créer un peu une sélection à la main quand la simulation a été faite pour changer certaines exceptions et que t'aies pas besoin de relancer toute ta simulation quand tu te rends compte que le perso au premier plan, tu t'as remplacé par l'autre poisson qui était au 5e ou au 6e plan. Mais que tu puisses un petit peu faire ces switches une fois la simulation faite et que tu t'aperçois que il y a quelques petits détails qu'il va falloir un peu régler, que ça marche pas du premier coup. C'est ça. Aujourd'hui, on a parlé que de Golem que tu utilises. Est-ce qu'il y a d'autres softs qui peuvent être un peu imposés en production et, pour faire de la foule? Est-ce que des fois, tu as besoin d'en combiner plusieurs? Il y a effectivement d'autres logiciels qui existent. Les plus connus aujourd'hui sont Houdini et Atoms et aussi Massive. C'est un peu les principaux concurrents de Golem. Ils sont tous différents à leur manière, avec des features en plus, des trucs en moins. Aujourd'hui, ça reste quand même pas mal Houdini et Golem en termes d'utilisation dans le monde. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a très rarement besoin de mélanger les logiciels entre eux. C'est que tous les logiciels sont assez... ils se suffisent assez à eux-mêmes. Ils ont tellement de features qu'au final, peu importe la solution qu'on utilise en termes de full, ça reste toujours la même idée. C'est plus la manière dont on arrive au résultat final qui est diffère. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est que on peut toujours arriver à s'en sortir. C'est pas parce qu'on se spécialise dans Golem comme moi je l'ai fait au début de ma carrière que c'est fini, je peux plus jamais rattraper le train de Houdini ou partir sur notre logiciel. C'est que c'est assez interchangeable dans l'idée, et l'idée justement reste la même. L'idée de fabrication est différente, mais l'idée de la foule en tant que telle est identique. Et oui, on n'a pas besoin vraiment de connaître ou de travailler avec d'autres logiciels. On peut suffire à un seul et puis changer à chaque production et trouver son bonheur après un petit peu quand on veut, quoi. Oui, et puis cet œil et ce soin du détail et cette méthodologie que tu mets en place quand tu crées des foules, que demain tu utilises Houdini ou Golem, ça change pas radicalement. Ça changera, oui, les données que tu dois mettre dans le logiciel, la manière dont tu vas le mettre en place, parce que ce sera Houdini et puis Golem, mais c'est tout. Tu pourras faire valider tes étapes de production de la même manière et ta méthodologie restera intacte pour avancer et pour progressivement peaufiner tes foules. Exactement, ouais, c'est ça, tout à fait. Pour le coup, je pense que tu as fait plus de full que la plupart des gens qui écoutent cet épisode ou même moi. Qu'est-ce que tu as pu apprendre sur l'humain, sur les foules en masse que tu connaissais pas du tout à la base ou que peut-être un œil totalement novice ne voit pas ou n'arrive pas à identifier? C'est peut-être le plus gros défaut des juniors que tu formes qui font de la foule, qui font toujours cette erreur un peu basique, mais ils ont pas encore assez étudié et observé pour se rendre compte qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas. Je dirais que c'est quand tu fais des gens qui marchent. Ça a l'air d'être assez simple dit comme ça, parce que oui, on prend un gens et puis on les fait marcher tout droit.
Mais en fait, on n'est pas des bancs de poissons. Un banc de poissons, ça va tout droit, voilà, ça se préoccupe pas de plus que ça. Alors qu'une foule de gens qui marchent, c'est rempli de mini détails, de mini petits comportements qui diffèrent pour éviter de se marcher dedans, pour garder une espèce d'espace entre nous, pour si jamais il y en a un qui est au téléphone. C'est rempli de mini scénettes, de milliers de petits détails que bah, quand tu es junior ou quand tu commences vraiment, t'as pas forcément encore cet œil aiguisé de savoir ah bah en fait c'est vrai que je pourrais mettre un mec qui a un sac à main, un sac à dos, quelqu'un qui est sur son téléphone, quelqu'un qui quand il va marcher un petit peu plus vers la droite et puis les gens vont se décaler. Je dirais que c'est ça qui pêche un peu le plus et sur lequel j'essaie de former au plus possible mes équipes à faire attention à tous ces micro-détails que pour la vie de tous les jours on s'en rend même pas compte, mais quand on regarde une simulation un peu basique, il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est un truc qui te ronge un petit peu de l'intérieur. Ça marche pas, je sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Ben, en général, c'est parce que tout le monde est pareil et qu'il manque ces micro-expressions, ces micro-comportements pour avoir un truc sympa. Ouais, et puis le côté très droit, très rectiligne, très carré, oui, c'est un peu la base dans nos espaces 3D, mais en permanence, et qu'importe ce qu'on fait, on est toujours à essayer de casser ça pour le rendre un peu plus naturel, organique, et c'est pareil pour des mouvements. La plupart des gens, rarement on marche en ligne droite, à part s'il faut courir d'un point A au point B, là on essaiera de choisir la ligne droite, et encore, il peut y avoir une crevasse, un trou, on va l'éviter. Mais combien de fois dans la rue, t'as un mec qui est sur son téléphone, très rapidement, il bifurque vers la gauche et pour pas se le taper, on fait un petit écart parce qu'on sait jamais s'il va relever la tête ou s'il restera dans son monde et sur son téléphone. C'est ça. Quel type de foule, toi, tu trouves le plus intéressant à traiter? Est-ce que c'est peut-être des animations cartoon où tu avais vachement de contraintes comme sur Bob l'éponge? Est-ce que c'est des animations qui sont totalement improbables pour de la crowd comme le blé? Est-ce que c'est au contraire des énormes champs de bataille où c'est peut-être un énorme kiff pour toi et du coup bah tu t'éclates et c'est là où, parce que t'en fais peut-être pas tous les jours, tu trouves un intérêt? Qu'est-ce que tu aimes bien traiter comme foule aujourd'hui et quel est le projet que tu rêverais peut-être de faire? Eh ben, tu l'as très justement dit, tu lis en moi comme dans un livre ouvert, c'est les batailles. C'est quelque chose, j'en ai très rarement fait dans ma carrière. Parce que quand on parle de foule, on s'attend tout de suite à voir les batailles monumentales, genre Seigneur des Anneaux, et trucs comme ça. En fait, non, notre quotidien, c'est plus faire des stades ou des simulations dans la ville de gens qui marchent. Et moi, la foule, moi, les batailles, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. J'ai toujours eu envie d'en faire. J'en ai fait une et demie, je crois, dans ma carrière. Parce que je compte pas vraiment l'autre, je la compte à moitié, mais j'en ai fait, ouais, au moins une. Et c'est super intéressant à faire parce que contrairement à un stade ou une simulation de gens qui marchent, une fois qu'on a le déclic, c'est assez redondant. C'est un petit peu, bon bah voilà, là on sait qu'il y a des gens qui vont marcher en groupe, là il faut avoir ces trucs là pour que ça fonctionne, c'est une recette un petit peu, une fois qu'on l'a, on la garde. Alors qu'une bataille, pour le coup, c'est unique parce que tous ces personnages qui vont s'entrer dedans, qui vont s'entretuer, ils vont le faire à leur propre façon. Et on peut ajouter tellement de petits détails, genre par exemple un mec qui va marcher devant un gros troll, puis on peut lui dire bah non mais il va avoir peur donc il va partir en courant derrière et puis bah derrière il va se renverser contre d'autres de ses potes, puis ça va faire un truc, un effet papillon monumental. Et c'est tous ces petits détails que tu peux rajouter que j'adore moi dans une bataille et que je fais pas assez à mon goût. Donc pour y remédier, je me suis dit allez, je vais faire un projet perso avec plein de batailles. Et j'ai commencé à faire ça au tout début du confinement l'année dernière, au premier confinement au Canada, à Montréal, en mars. Et ça fait presque 2 ans maintenant que je fais des batailles sur un gros projet perso pour le fun, parce que justement j'étais un peu frustré de jamais avoir pu vraiment mettre les mains sur les dents dessus. Puis bah, je fais tous les trucs que je voulais faire avant, donc mecs qui courent, qui se font exploser, des tanks, des machins dans tous les sens, je m'éclate. Tu donnais l'exemple de la bataille de trolls où c'est peut-être un peu plus fantastique. Là, tu la voulais très réaliste, la bataille que tu es en train de faire? Ouais, très réaliste et assez
Pousser sur les comportements avancés de Golem que j'ai pas forcément testé, donc ça me permet aussi de me mettre un petit peu à jour et tester tous les trucs que je voulais faire, genre démembrement. Tu vois, y a un mec qui marche sur une mine puis il explose et puis il y a tous ses membres. Ah, c'est plein de là comme ça a l'air pas très fun, mais ça l'est plus quand tu le fais toi-même dans le logiciel. Non, mais chacun ses kiffs, hein, tu sais. Si t'as bien démembré des gens, surtout virtuellement et si c'est pas réellement, moi ça me va. Hein. Oui, tant que c'est bon alors. Il y a d'autres fonctionnalités comme ça avancées qui peuvent être utiles mais que tu n'utilises pas tous les jours et pour le coup là tu t'es dit ça faisait partie de ta to-do, j'ai envie de les tester et c'est l'occasion, tu parles du démembrement, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? C'est ouais, toute la physique de manière générale, c'est quelque chose que, pour le coup, j'ai utilisé que très rarement dans ma carrière, parce que tu fais juste des gens qui marchent ou des gens dans un stade, tu les utilises que quand tu fais des batailles pour, bah, ils tombent, ils se prennent un mur, ils se prennent une voiture dans les dents, ils se prennent machin. C'est quelque chose que je trouve super fun et trop cool à utiliser, mais que j'ai jamais trop fait en production. Donc là, c'est un peu des espèces de je sors des sentiers battus, tu vois, terra incognita, en mode bon alors j'ai toujours voulu faire ça, comment je m'y prends? Et j'arrive encore à découvrir plein de trucs alors que ça fait 8 ans maintenant que je suis avec Golem, juste parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire ça avant. Donc moi la physique, je trouve ça trop trop cool et trop utile. Et je suis bien content de l'utiliser sur mon petit projet perso malgré tout. En l'occurrence là la physique tu l'utilises pour la réaction à toutes les explosions? Si Ouais, c'est ça. les persos marchent sur des mines ou juste peut-être reçoivent une bombe pas très loin et donc ils explosent. Tu parlais de tanks, s'ils se font aussi tirer sur des tanks. C'est ça, ils se font écraser par des tanks, si ou même tu sais façon 1917, ils courent et puis ils se prennent un truc par terre, puis ils roulent, ils tombent et puis ils se relèvent et puis ils recourent. C'est rajouter plein de petits trucs un peu fun comme ça, enfin, fun d'un œil d'un gros d'artiste évidemment, pas de ces mecs-là qui vivent l'enfer au quotidien. On l'aura compris. Est-ce que tu t'es donné le défi que cette foule elle soit aussi visible du premier plan et que ça raconte vraiment ce champ de bataille du plus près au plus loin en ayant vraiment des caméras qui puissent se balader à travers ce champ de bataille? Ouais, tout à fait, c'était même l'objectif premier, parce que l'histoire que je raconte, c'est sur une guerre d'une échelle bon, c'est bien, c'est grosse, mais on peut pas toujours rester de très loin, des plans très larges et faut quand même s'approcher un petit peu pour ressentir quelques trucs. Et c'était vraiment la première chose que j'ai faite quand j'ai travaillé mes assets, c'est bon, faut les voir de près. Donc je vais essayer d'optimiser tout mon process en ayant en tête toute l'expérience de mes prods d'avant pour dire ok, eh ben là quand je le fais, ça va être beau, puis en plus ça va passer au premier plan avec du Golem. Et j'essaye de vraiment utiliser Golem pour tout ce que je peux, j'utilise Golem. Donc tu vois le coup des champs de blé, bon, je mets pas de blé là, mais je mets des cailloux, puis je mets des bonhommes, puis je mets des véhicules, et puis je mets des machins, et puis au final, mon but, ce qui me fait un peu vibrer dans ce projet, c'est d'essayer de remplacer tout ce que je peux par du Golem. Tu veux tout golémifier. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que ça change dans ta manière de bosser? Tu nous as parlé de la préparation des assets. Est-ce que ça change d'autres choses, que ce soit visible au premier, au deuxième ou au troisième plan? Ça change quand même pas mal, ouais. C'est que la foule, on s'attend toujours à ce que ce soit assez loin, tu sais. J'ai beaucoup aimé le terme de Nicolas dans son passage à Gizmo, la floule, la foule qui est floue. C'est très justement dit, ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est vrai, c'est quelque chose où bon voilà, les assets sont assez je vais pas dire vite fait, bien fait parce que voilà, il y a quand même un savoir derrière d'autres départements, mais disons que c'est pas l'attention le cœur de l'attention, tu vois, en tant que tel. Donc ça change beaucoup la donne quand toi tu le fais, et puis tu dis bon, ah ouais, alors je pourrais faire un truc vraiment vite fait parce que j'ai la flemme, mais bah, il faut que tu te forces derrière à penser à tout ce plan proche, donc tu vas mettre beaucoup plus de polygones, tu vas faire un soin particulier aux textures, au rig aussi, tu vas profiter d'avoir plein de petites subtilités que tu t'en fiches en fait quand tu es sur un bonhomme. Tu le vois 10 000 fois très très loin, c'est juste une masse noire. Donc ouais, c'est clair que ça change énormément. Mais bon, tu t'y fais. Et en termes d'optimisation, si t'as que des persos qui sont super lourds, super détaillés,
est-ce que c'est les mêmes que tu peux mettre au deuxième ou troisième plan? Est-ce que Golem il gère cette optimisation pour que ton ordi il crache pas si t'as des persos qui font tous 30 000 polygones? Comment c'est géré? Parce que au final, ça peut aussi te rajouter du boulot si tu dois faire un peu 4 stades de subdivision pour que tes persos ils soient détaillés, mais un peu moins pour le deuxième et que ce soit quasiment des boîtes pour le cinquième parce que tu le dis, c'est des points noirs. Et ben malheureusement, c'est ça qu'il faut faire. C'est plein de petites différences en termes de niveau de détail. Parce que tu peux mettre un personnage qui a genre 1 million de polygones. Ah, il marche super bien du premier plan, c'est génial, t'es super content. Mais comme je le disais plus tôt, c'est une espèce de duplication en fait que Golem fait. C'est juste que tu vas dupliquer tant de fois par particule ce bonhomme-là. Donc t'en mets 1, t'en mets 2, t'en mets 10, t'es tranquille. Quand tu commences à en mettre 5000 qui font chacun 1 million, même si c'est une espèce d'hologramme qui n'est pas vraiment physique, bon bah ta carte graphique, elle souffle un petit peu trop fort. Donc c'est dans ton intérêt aussi, pour pouvoir en mettre beaucoup plus, de faire tous ces niveaux de détail où plus ça va et moins tu densifies le maillage et les textures pour que à la fin tu puisses faire une espèce de, comme dans le jeu vidéo, tu sais, une gestion des niveaux de détail où plus t'es proche, plus tu vas avoir un truc fourni. Et ça, heureusement, Golem a un moyen de le faire automatiquement. Nous, on lui donne juste les niveaux de détail. Et puis après, c'est en fonction de la caméra, il va arriver à le faire pour toi. Donc t'as pas trop à t'en soucier. Tout ce que t'as à faire, c'est le perso. Donc tu passes du temps, mais après tu dis, je suis tranquille pour le reste. Ok, c'est cool. Ça fait partie des fonctionnalités qu'ils ont. Au moins, t'as pas à toi perdre du temps et à faire ces niveaux de détail à la main. Il s'en charge. Il fait les bons choix normalement. Ouais, c'est clair, ouais, c'est ça. Ah, j'ai essayé sans, j'ai cru que mon PC allait exploser, donc depuis je fais bien attention à cette étape. C'est la bonne petite fonctionnalité, la petite case à cocher qu'il faut surtout pas oublier, sinon t'es mort. C'est vraiment ça. C'est en plus une petite case à cocher, ouais. Est-ce que tu as d'autres kiffs comme ça que tu aimerais bien faire en full ou que tu as fait et ça y est, pareil, c'est une case à cocher et ça faisait partie de tes 10 gros kiffs de full? On a parlé du champ de bataille, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, j'aimerais bien quand même faire un truc avec des zombies façon World War Z. Je Ah pense ouais, que ok. c'est un truc un peu marquant pour tous les crowd artistes de voir tous ces milliers de zombies qui courent dans tous les sens. C'est assez cool à faire. C'est quelque chose que j'ai jamais fait pour le coup. Donc si jamais un studio me regarde, qui font un film de zombies, je suis là. Mais ouais, ça serait bien fun à faire. Ce serait une autre partie de la physique que tu pourrais expérimenter avec peut-être des tas de zombies et de certains qui sortent soit d'en dessous, soit qui montent sur ces zombies entassés. Clairement, ouais, ça bien fun à faire, ouais. Bon, bah écoute, je te le souhaite que si un jour ça arrive, si quelqu'un a ça dans les cartons, qu'on t'appelle. On a évoqué le tout début de Golem et de ce métier qui arrivait un peu en même temps. Comment il a évolué d'après toi, ce métier, et qu'est-ce que tu as vu peut-être se rajouter ou au contraire s'enlever? Peut-être que les demandes sont aujourd'hui beaucoup plus complètes. Tu disais les productions se sont aussi, c'est dur à dire, se sont aussi adaptées. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter les évolutions et de l'intérieur, comment tu l'as vécu depuis bientôt 10 ans? 10 ans, je sais plus. Ouais, bientôt 10 ans. Ouais, bah c'est de voir que les clients, les réalisateurs se permettent de faire plus de trucs, enfin d'une envergure beaucoup plus intense qu'il y a 10 ans. C'est que avant, la foule, c'était bah non, on peut pas faire parce que l'animation, ça va faire trop pour l'animation à gérer. Et puis la foule en tant que telle, c'était, comme tu l'as dit, assez jeune, assez nouveau malgré tout, même s'il y a eu le Seigneur des Anneaux avant, mais c'était pas encore totalement ça. Donc on se permettait de faire moins de trucs un peu foufou. Et là, depuis quelques années maintenant, on commence à avoir de plus en plus de productions qui osent mettre des gens. Alors, moi, j'avais l'impression, en tout cas, que on voyait le truc, mais on n'avait pas assez de budget, donc bon, on se reculait un petit peu en arrière. Alors qu'aujourd'hui, tu vois de plus en plus de prods qui ont des immenses villes, qui ont des grosses batailles, qui se reposent plus sur les figurants, sur le tournage. Tu vois qu'il y a vraiment une compréhension de aujourd'hui, on peut faire
on peut placer des centaines de milliers de gens qui ont des comportements uniques et qui fonctionnent bien, et on fait ce qu'on en veut avec. Et ça a permis d'avoir plein de jolis projets, plein de trucs super cool et intéressants sur lesquels bosser. Et puis le Covid a fait que ce besoin s'est encore plus fait ressentir, parce que on peut plus avoir autant de monde maintenant sur les tournages, donc là c'est encore plus ouvert à tous les cas de figure. Avant on était assez limité sur c'est ça, les grosses batailles. Aujourd'hui c'est dès qu'il y a un attroupement de monde, maintenant on va penser à la foule. Ce qui est génial pour nous, parce que ça nous fait plein de situations différentes à travailler et expérimenter. Et ça change du stade, quoi. Du stade qui est les 3/4 de notre métier, malgré tout. Est-ce que tu as des exemples comme ça de production où avant c'était réellement tourné avec des figurants, et aujourd'hui, grâce au Covid ou à cause du Covid, on vous les donne et ça a dû être fait en 3D, alors qu'avant, c'est ça, on vous les soumettait pas du tout, on s'en tenait à des stades et le reste était tourné en réel? Mmh. Bon, les stades, ça reste quand même, encore une fois, un excellent exemple, parce qu'avant, ils se disaient: «Bon, allez, on va faire quand même des gens dans un stade et puis on va les dupliquer après au compo». Donc on aurait filmé ça et le compo après l'aurait dupliqué. Aujourd'hui, c'est quasiment tout le temps fait en full, enfin, en tout cas de mon expérience, de ce que j'en ai vu. En floule? En full, exactement. Et après, c'est plus aussi des batailles, je dirais. Des batailles où avant on avait tendance les réalisateurs avaient tendance à filmer un peu près pour, tu sais, masquer l'absence de figurants. Aujourd'hui, tu vois, on a des batailles comme Game of Thrones, on a des grosses batailles bien stylées, bien sympas, qui ont été possibles parce que il y avait quand même un petit peu de figurants, mais tout le reste derrière était comblé de 150 000 personnages en crowd, quoi. Donc oui, ça va permettre de raconter des histoires un peu différemment avec ces plans beaucoup plus larges où passer cette contrainte, et ça y est, tout le monde est au courant, y compris les réalisateurs qui pourront avoir de la foule en 3D, ils ont plus besoin de se mettre ce carcan comme contrainte et pouvoir réellement raconter leurs histoires, y compris leurs batailles comme ils le souhaitent, sans se dire ouh là là là, j'ai que 20 figurants sur le papier, j'ai qu'un petit budget limité, en 3D ils vont me prendre une blinde, c'est pas possible. C'est ça, ouais. Tu l'as vu vachement évoluer, ce soft Golem. Est-ce qu'il y a encore des frustrations ou des trucs qui sont encore laborieux et que tu aimerais bien voir dans le soft, et au quotidien tu leur envoies encore des mails en leur disant hey les gars, vous vous souvenez de cette fonctionnalité quand j'étais jeune et peut-être un peu naïf, ou en tout cas j'avais plein d'idées. En réalité c'est toujours pas fait et ça serait très utile. Il y a bien effectivement quelques petits trucs, mais je pense que le plus frustrant encore aujourd'hui, c'est un truc tout bête, qui a pas l'air comme ça, mais c'est la gestion des footprints, ce qu'on appelle. C'est savoir marquer quand un personnage marche au sol. Ouais, vas-y avec détail, qu'est-ce que ça change et pourquoi? C'est que quand tu vas faire un bonhomme qui va marcher tout droit devant lui, tu vas donner à Golem l'indication de quand est-ce qu'il met le pied au sol. Et ça va aider Golem à, quand on a un terrain un peu, une colline ou un truc comme ça, à bien placer les pieds comme il faut et à s'adapter à la pente du terrain. Ça, c'est un truc, je sais pas si les autres solutions de foule le font, mais c'est quelque chose qui est super cool dans Golem. C'est que tu fais un cycle sur un sol droit, et puis en fait, tu peux le mettre où tu veux parce que tout va s'adapter en fonction de la pente ou d'un escalier ou peu importe. Mais cette étape-là, bon, je m'excuse les gars, mais c'est un petit peu frustrant. C'est long, c'est un process un petit peu manuel. Je pense pas qu'on puisse vraiment changer la manière dont c'est fait, mais ce serait le seul truc, parce qu'après ils ajoutent tellement de features tout le temps que quand tu commences à avoir l'idée de ah mais ça serait bien que ce soit mieux, une semaine plus tard tu reçois un mail de leur part en disant ouais on a sorti une nouvelle release avec ça, c'est génial. Donc mais du coup, aujourd'hui, cette partie manuelle, c'est-à-dire que tu dois indiquer manuellement quand est-ce que le point de contact a lieu. Ouais, c'est ça. Pour que lui, derrière, se calibre et qu'il calcule en fait la pente. Mais physiquement, il n'arrive pas à évaluer quand est-ce qu'il va pénétrer ou transpercer la surface et donc calculer la pente en fonction de cette physique. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est un peu ça. Lui, il va arriver à calculer la pente à partir des informations qu'on va lui donner en amont de quand est-ce qu'il pose les pieds par terre. Donc si tu lui dis qu'il pose les pieds alors qu'il a le pied en plein en l'air, ça va faire un truc un peu genre comme s'il avait un peu trop bu de bière un soir de semaine.
Et même si tu as un process un petit peu automatisé pour que Golem devine quand est-ce que lui va poser le pied au sol, ça marche pas tout le temps. Pas comme on voudrait en tout cas. Donc beaucoup d'étapes de clean à faire assez récurrentes, mais qui sont nécessaires parce que si on a une pente, si on a un escalier, si on a quelque chose qui est pas du tout comme dans l'animation de base où il marche sur un sol droit, si on n'a pas les bons trucs les bons timings où il pose le pied au sol, ça va pas marcher. Ok, ouais. Écoute, je croise les doigts pour toi et qui t'entendent. On verra bien. Je croise les doigts aussi. Est-ce que t'as d'autres prods que t'aimerais bien nous partager ou t'as appris peut-être énormément de choses ou qui t'ont peut-être tout simplement plu et ça a été un énorme kiff de bosser dessus et de faire des foules qui peuvent peut-être donner envie à d'autres peut-être juniors ou personnes qui se disent qui comme toi ont un jour hésité à devenir crowd artist, à peut-être le devenir grâce à ces prods là. J'ai bien aimé travailler sur la série Arcane qui vient de sortir de Fortiche parce que c'était une des productions où j'avais presque carte blanche sur toutes les petites scénettes que je pouvais rajouter. C'est quelque chose que j'ai pas vu beaucoup après. On était assez cadré, c'est ça, encadré par les deadlines qui étaient un peu trop courtes. Là, c'était vraiment voilà, tu nous fais une ville, faut qu'elle soit bien. Et moi j'ai trouvé ça trop cool et ça m'a permis de faire tellement de petits détails, tellement de petits trucs que je voulais et que j'en garde encore aujourd'hui un très très bon souvenir. Après je dirais qu'il y a le film Pas de patrouille. Bon, c'est pas de patrouille, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais la foule dedans, moi je la trouve très cool parce que on a mis plein de voitures dedans, on a fait plein de systèmes avec des piétons, des gens dans des voitures, des pick-up, des trucs, des embouteillages, des machins. C'était super fun à faire et ça sortait un petit peu du sentier battu de voilà, il y a une ville, on va faire juste marcher des gens sur un trottoir et puis c'est toujours les mêmes gens qui passent derrière, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est de la foule. Là, non, on a pu mettre plein de trucs cool avec des voitures, très cartoon pour le coup, donc ça change complètement de Arcane, mais très très cool aussi d'explorer autre chose, d'aller plus loin dans la ville que juste des bonhommes qui marchent avec ces autoroutes, ces voitures, ces routes, ces machins. C'était bien chouette. De ce que je comprends, quand on te donne comme ça carte blanche, toi, c'est un vrai boulot d'immersion que tu fais en te mettant à la place des habitants de l'univers qui est en train vraiment qui doit être créé en fait, avec tous ces détails et tous ces scénettes et ces scènes de vie qui doivent être injectées pour vraiment immerger aussi le spectateur. Et pour ça, il faut vraiment que toi, tu te creuses la tête à te dire mais à cette époque-là comment il penserait pour le rendre le plus crédible possible, et c'est là où ça devient plus seulement de l'exécution mais beaucoup plus créatif et où tu es beaucoup plus large et libre d'inventer, de raconter un petit peu ce que tu veux autour, surtout quand tu as les pieds et les mains totalement libres et tu peux t'éclater sur le format et sur derrière la réalisation. Clairement, ouais, parce que les briefs de manière générale en full sont assez flous eux aussi, où c'est on aimerait bien des gens dans une ville, tu sais, par exemple. Un truc typique c'est ça, mais on te dit pas vraiment ce que chaque personne doit faire. Et t'as tout ce côté créatif, comme tu l'as dit, qui est une grosse part quand même de notre métier, où c'est à toi de faire en sorte d'avoir un truc qui soit joli et qui marche. Et il y a pas de, tu vas avoir peut-être des petites indications de non ça marche pas trop, mais t'es quand même assez libre du résultat final, quoi. C'est vraiment toi qui as les clés en main, comme je disais plus tôt aussi, de ta foule. Et c'est ça qui me plaît énormément. Donc, est-ce que ça met pas un petit peu en lumière le fait que quand c'est bien fait, personne n'y prête attention à cette foule et que ça contextualise et ça raconte cette histoire, mais au final c'est assez inconscient parce que c'est tout ce qu'il y a autour et qui nous contextualise, mais rarement on va se projeter, aller regarder ce qui se passe à l'arrière-plan. Et en même temps, quand ça fonctionne pas, comme tu disais, il y a ce truc un peu bizarre, ça sonne faux, et c'est là où c'est très compliqué, je pense, dans un brief de le décrire précisément parce que c'est beaucoup du ressenti. On est très peu à avoir observé de la foule et se dire voilà le brief précis, je veux une foule et je sais pourquoi elle marchera bien, il y aura ça.
personne est en fait aussi spécialisée que toi et est capable en fait de te faire ce brief et un cahier des charges aussi précis pour te raconter ce que personne a observé au final et ce que tout le monde ressent mais que personne n'a observé. C'est ça, ouais, c'est assez difficile de mettre des mots sur ce genre de truc, mais au bout d'un moment, tu commences à avoir l'œil qui s'affûte, tu vois. Et puis, tu commences à regarder aussi vraiment ce qui se passe autour de toi dans la rue. T'es dans le métro, tu regardes un petit peu, tu fais ah ouais, mais ça va être trop bien, ça. Je vais le mettre demain. Puis bon, tu passes pour quelqu'un un peu bizarre parce que tu regardes les gens, tu sais, un peu comme ça. Là. Mais non, c'est le travail, c'est pas pour vous, mais. Puis ouais, bah tu chopes plein de petits trucs comme ça au fur et à mesure qui font que bah, à la fin t'as un super bon œil pour justement mettre des mots sur ce qui est difficile à quantifier et vraiment à voir pourquoi ça marche pas. J'ai pas arrêté de le dire jusqu'à présent, mais la discipline, elle a peut-être 10 ans ou peut-être un tout petit peu plus. Allez. Comment tu la vois évoluer? Parce que ça reste comme le tout début. Là, il y a eu un petit peu un switch pendant le Covid où vous aviez de plus en plus de foules à faire, des foules que jusqu'à présent vous ne traitiez pas. Est-ce que tu vois d'autres évolutions qui sont peut-être juste liées au contexte de production comme là c'est le cas, ou peut-être des évolutions technologiques qui peuvent changer ce qui est attendu demain d'un crowd artiste ou d'une équipe de crowd? Ouais, clairement, l'avènement du temps réel, c'est un énorme boom à tous les niveaux, mais y compris pour nous en tant que crowd artistes, parce que avant on était quand même énormément cantonné au précalculé, donc dans une série, peu importe tout ce qui est rendu après plus tard. Alors qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Unreal et la possibilité de faire de la foule en temps réel, moi je pense que c'est clairement un truc qui va changer beaucoup de choses. On voit maintenant des studios de VFX qui font des cinématiques de jeu, mais pas précalculées, vraiment des cinématiques dans les moteurs de jeu, dans des cutscenes. Et le fait de pouvoir faire des foules en temps réel, ça va apporter un marché qui est incroyable et beaucoup plus varié et diversifié que ce qu'on a aujourd'hui, qui est déjà maintenant vraiment de mieux en mieux en termes de qualité de projet, de différence et tout ça. Mais ouais, je pense que d'ici 2-3 ans, le fait de savoir faire ça, ça va énormément aider le jeu vidéo, ça va changer énormément de choses aussi pour nous au quotidien, c'est que on sera plus cantonné à faire du film ou de l'animation, on pourra aussi faire des jeux vidéo, donc c'est chouette. De nouveaux défis en perspective. Ouais. Et comment tu vois le switch? C'est-à-dire, ça va être... il va falloir trouver un plugin qui fera comme du Golem dans Unreal, par exemple, ou Golem est déjà un peu en train de développer, de créer une passerelle pour que ils puissent se parler et s'intégrer facilement à Unreal pour que toi, t'aies pas à switcher de soft? Eh ben, c'est déjà fait. Ils ont déjà sorti une passerelle il y a quelques mois maintenant, avec une nouvelle release il y a quelques jours, qui met les choses encore beaucoup plus loin, et ça fonctionne super bien. Donc d'ici, je pense, 1 an, peut-être qu'on devrait commencer à voir des offres d'emploi directement avec Golem dans Unreal pour faire des foules de malades dans un moteur de jeu vidéo, quoi. Ça veut dire qu'une foule que tu aurais fait pour du précalculé, tu pourrais l'importer sans changement majeur dans Unreal, parce que c'est lui qui va se charger de la gérer et de l'intégrer dans Unreal, ou en réalité, dès le début, par rapport au brief, tu dois quand même conditionner tous tes assets par rapport à derrière la sortie, si c'est sur du Unreal ou du précalculé. Il y a un peu de ça, parce que comme tu es dans le jeu vidéo, il faut quand même faire attention au nombre de polygones et tout ça, donc il y a cette optimisation propre au jeu vidéo qu'il faut penser. Mais après, la foule en tant que telle changera pas du tout. C'est juste que tu la prends, tu l'as fait dans Maya, ou même tu l'as fait dans Unreal maintenant. Et la seule différence, c'est que là, tu vas pouvoir tirer sur tes bonhommes en temps réel et puis faire n'importe quoi, alors qu'avant, t'es limité par la simulation. Ok, stylé. Ouais, ça donne envie, ouais. Ça peut faire des belles perspectives et puis te donner l'occasion de bosser sur d'autres projets. Et jusqu'à présent, tu as fait de la pub, du long métrage, de la série. Demain, il y aura un jeu vidéo qui se rajoutera à la liste. Clairement, ouais. Cool. Et puis cette fois-ci, les champs de bataille, ils seront en temps réel et puis seulement à côté en projet perso. Mais beaucoup plus fun. Plus besoin d'avoir une énorme machine pour faire des grosses batailles. C'est tout ce que je te souhaite. Et en tout cas, ça peut rajouter un nouveau rebond
et un peu plus de variété à ce job qui est encore très nouveau et qui a encore de belles années devant lui pour aider toute cette production qui évolue et qui sont de plus en plus gourmandes en fait de simulation de foule en tant que Covid, mais on le souhaite aussi après. Clairement. Si tu veux le bien, William, on va conclure cet épisode ensemble. Je crois que tu avais un petit peu bossé de ton côté et tu avais été quelques noms des personnes que tu aimerais entendre sur des futurs épisodes. Je crois que c'est le moment. Ouais, moi j'ai quelques noms effectivement en tête de gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Des gens que j'ai rencontrés depuis le début de ma carrière à Studio Harry, qui sont Édouard Cellura, qui est superviseur modé aujourd'hui à Fortiche. On a aussi Nicolas Milcan, qui est superviseur lighting, toujours aussi à Fortiche, que j'ai rencontré à Studio Harry, qui ont une expérience de malade et qui ont un œil artistique et technique incroyable, et super gentil en plus. Ça On a tombe bien, aussi, je prends que des gens gentils, donc ça me va, ça fait partie des critères. ah bah c'est cool alors. On a aussi un très bon pote, Nicolas Lejeune, avec qui on s'est retrouvé au Canada en fait. C'était mon sup avant à Studio Harry. C'est lui qui m'a recruté, puis on est resté bien potes, et puis là on est tous les deux à Montréal et on bosse tous les deux sur ce petit projet perso avec des batailles, des tanks et tout ça. Aujourd'hui il bosse en FX dans un studio de VFX qui est très très cool. Très bonnes expériences aussi à partager. Parce que j'allais te demander comment vous complétiez sur ce projet perso, mais ok, il fait des FX et d'où l'intérêt pour un champ de bataille. C'est ça, ouais, quand même. Et puis pour finir quand même des gens de production, parce que il n'y a pas que les artistes, il n'y a pas que les techniciens, il y a aussi la production. On a tendance un peu à oublier ces gens-là qui sont quand même vitaux pour tout un pipe et un process de 3D. Ce serait Jean-Philippe Pelletier, que j'ai découvert au Canada. C'est un Québécois qui est très très cool, très professionnel. Il a de bonnes expériences à partager. Et aussi Clément Pérez, qui lui est dire de prod, si je me trompe pas. Désolé Clément, si je n'ai plus ton titre en tête, que j'ai rencontré à Fortiche et qui maintenant est à Quantic Dream, pardon. Ok, cool. Voilà. 5 personnes, mais trier sur le volet. C'est ça. Et puis de la variété, comme ce qui s'imprime depuis les derniers épisodes avec du développement, et c'est comme ça que j'ai eu ton contact, mais aussi de la production. Il y a déjà l'épisode de Céline qui est sorti sur la production, mais il y en aura d'autres, et grâce à toi, ça me donne d'autres idées pour remettre le pied en production et l'évoquer sur Gizmo. Merci William pour ces recommandations. Et puis la deuxième question, c'est où est-ce qu'on se retrouve ? Tu as parlé de Montréal. Oui, tout à fait. Donc, je vis à Montréal depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, c'est peut-être plus simple de me retrouver sur Internet dans un premier temps. J'ai un ArtStation à mon nom. Puis, je suis disponible aussi sur LinkedIn surtout. J'ai un Vimeo, mais bon, je mets pas trop à jour parce que les projets, je peux pas les montrer tout de suite. Je suis encore sous plein de NDA. Mais pour la simulation de blé, on peut la regarder sur Vimeo, en l'occurrence. Ouais, ça par contre, ça je l'ai mis. Ça n'a pas de problème. Et tu voulais rajouter autre chose ? Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est tout. Ouais, j'ai pas d'autres. Je suis pas très réseau social, donc c'est tout. Ok, je mettrai tous ces liens en description comme à l'habitude. Donc si vous voulez aller retrouver le travail de William ou lui envoyer un message sur LinkedIn, il n'y aura plus qu'à cliquer et vous le retrouverez très très facilement. Et puis la dernière question, c'est moi mon petit joker. C'est le mot de la fin. Si tu veux bien, je vais te laisser conclure cet épisode avec une punchline, une phrase de motivation ou tout simplement peut-être toi une phrase qui te guide encore dans ton travail au quotidien de crowd et qui peut-être donne du sens à ce que tu fais et t'anime encore. T'es très libre du format pour conclure cet épisode. Je dirais que c'est un métier où on apprend énormément tout le temps. Et il faut jamais partir garder sur ses acquis. Il faut toujours essayer d'apprendre plus que ce qu'on peut faire.
ça n'a pas de sens comme ça. Mais c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à avancer, c'est de toujours essayer d'aller plus loin que ce qu'on peut vraiment faire comme résultat. Genre, pas se satisfaire de ok, c'est bien là, essayer d'aller pousser la chose encore plus loin pour donner toujours le meilleur de ce qu'on peut faire. Tu veux un peu plus développer sur des projets où ça aurait été très facile peut-être de rester, toi, sur des acquis, une V36 qui fonctionnait très bien, mais t'allais jusqu'à la V45 qui était beaucoup plus stylée. Et en réalité, t'étais peut-être le seul moteur, mais t'étais exigeant envers toi-même pour te dire on peut faire mieux et je vais faire mieux. Ouais, bah, la fameuse bataille dont je parlais plus tôt, qui était pour une pub de mathématiques, c'était juste le brief, c'était deux camps qui se couraient les uns sur les autres et puis ils se tapaient, sans plus. Et je me suis dit, quand même, ça serait chouette d'ajouter plein de petits trucs. Et puis, ben, j'ai fait en sorte d'ajouter plein de petites animations différentes, de combats, de batailles, des petites scénettes qui font qu'il y en a qui vont plus partir vers quelqu'un qui se fait taper plutôt que courir tout droit, mettre des cavaliers qui chargent, mettre ce genre de choses qui n'étaient pas du tout prévus à la base, mais ces changements ont été plutôt bien appréciés. Et aujourd'hui, j'en suis plutôt content de les avoir apportés, ces changements, alors que j'aurais très bien pu m'arrêter à 20 bonhommes qui courent tout droit et puis qui se tapent vite fait et c'est fini, quoi. Et ça a rajouté vachement de crédibilité et ce côté un peu grandiose et bataille qu'on aime tous quand on voit deux camps s'affronter. Et qui a donné peut-être un peu plus la démesure que juste 20 persos en armure qui se rentrent dedans et qui fait vite faux et personne n'y croit en fait. En termes de crédibilité, t'es proche de 0 voire du -10 donc C'est ça, tout à fait. Cool. Bah écoute, c'est un bon mot de la fin. Intéressez-vous, allez plus loin et c'est ça, creuser pour en fait peut-être sublimer et apprendre en fait en chemin des nouvelles capacités, mais aussi aiguiser son œil. Et c'est tout simplement, comme tu le disais, en allant un peu plus loin et en fouillant qu'on travaille progressivement le soin du détail et de notre œil qui tout d'un coup s'améliore et est beaucoup plus précis dans l'exécution et dans le choix derrière des éléments qu'on va rajouter pour distiller des scènes et donner de la vie comme tu le fais tous les jours. C'est ça, tout à fait. Merci William pour cet épisode et puis nous avoir un petit peu livré les coulisses de toi, ton boulot et de ce qui t'éclate au quotidien. Ben, merci à toi pour l'invitation, c'était très cool, c'était très fun. Et ça m'a beaucoup plu de partager un peu tout ça. Et puis pour tous ceux qui ont encore envie de discuter avec William, n'hésitez pas à lui envoyer un message si vous avez des questions. Vu sa tête, je pense qu'il se ferait un plaisir de vous répondre. Absolument, avec grand plaisir même. Et puis moi, je vous dis à très vite et puis à la semaine prochaine, surtout pour un prochain épisode. Salut William. Salut Sandrine, merci.